vais vous présenter la 24e leçon du module Programmation avancée, intitulée Backtracking ou rétroaction. Nous allons utiliser lors de cette leçon les deux termes d'une manière interchangeable. Alors, comme son nom l'indique, backtracking, en fait, on va avoir pour un problème un certain ensemble de solutions qui sont soit prometteuses ou non. À la rencontre d'une solution non prometteuse, on va reculer. Backtracking, donc on recule pour ne pas perdre de temps à analyser une solution qui n'est pas prometteuse. Alors, tout d'abord, on va commencer par des définitions. Ensuite, on va détailler des exemples d'application. Puis, on va proposer une synthèse. Alors, commençons tout d'abord par des définitions. Alors, lors de l'application d'un algorithme de backtracking, donc le contexte est qu'on dispose d'un ensemble de configurations, solutions potentielles à un certain problème, dont on ne possède préalablement aucune information. Donc, on a un certain problème et on a S solutions potentielles dont on n'a aucune information. C'est pour ça qu'elles sont potentielles, elles peuvent être intéressantes ou pas. Donc, on appelle aussi ces solutions des configurations. Alors, on recule après, ou en fait, littéralement, we backtrack. On recule après la sélection d'une mauvaise configuration. C'est-à-dire, on a un problème, on a une configuration possible. En fait, dès lors que l'on rencontre une solution qui n'est pas prometteuse, qui n'est pas intéressante, on va reculer. Alors, si l'on recule devant une mauvaise configuration, on va favoriser, d'une manière symétrique, les configurations les plus prometteuses si plusieurs se présentent. Donc, on a un problème, on a n configurations possibles. Parmi ces n configurations possibles, on va reculer devant les configurations non prometteuses, et on va, parmi les configurations qui restent, qui sont prometteuses, on va sélectionner les plus intéressantes. Donc, on avait notre problème, et pour notre problème, il y a n configurations. Parmi ces n configurations, il y en a qui sont prometteuses, par exemple, et il y en a qui ne sont pas prometteuses. Donc en fait, par exemple, on va dire celle-là n'est pas prometteuse. Donc en fait, quand on dit que celle-là n'est pas prometteuse, ça veut dire en fait on fait un backtracking. Okay? Alors, pour celles qui sont prometteuses, on ne va développer que celles qui sont intéressantes. Par exemple, si CI est plus intéressante que C2, est plus intéressante que C1, que CN, pardon, on va dire que celle-là est la plus intéressante des configurations prometteuses et on va la développer. Elle va nous donner d'autres configurations, CI1, CI2, etc., CIK, qu'on va encore appliquer, dire, est-ce que c'est pas intéressant, on backtrack? Ces deux-là, par exemple, sont prometteuses, laquelle est plus intéressante? Celle-là est plus intéressante, on va la redévelopper, etc., 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 jusqu'à trouver la meilleure solution à nos problèmes. Donc, notre algorithme en fait générique du backtracking est comme suivant. Initialement, on a un certain nœud. Donc, ce nœud-là est exprimé formellement d'une manière différente selon le contexte. Si c'est un jeu, en fait, un nœud, c'est une certaine configuration, une configuration d'un certain jeu. Par exemple, quels sont les pions de l'adversaire, quels sont les pions du joueur, par exemple. On va voir d'autres exemples de concrétisation, de réalisation de cet algorithme. Donc en fait, notre algorithme d'exploration avec backtracking renvoie un booléen, si oui ou non, la configuration, elle est intéressante. Alors, si n est une solution, alors on va développer, etc., jusqu'à ce qu'on trouve au fait un certain ij, qui est la solution. Si celui-là, c'est la solution,
ben, qu'est-ce qu'on renvoie? On renvoie true. Hein? Sinon, donc si n n'est pas une solution, si n est un échec, on retourne false. Hein? Donc, si c'est un échec, on retourne false. Donc là, c'est du backtracking. Mais ce n'est pas le seul cas de backtracking. Sinon, donc, si n n'est ni une solution, ni un échec. Hein? Ce n'est ni une solution, donc ça c'est une solution, et ça c'est un échec. Si ce n'est ni une solution ni un échec, on est dans ce cas-là. Alors, pour tous les fils f étant dans n, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on appelle récursivement explore de f. C'est-à-dire, en fait, ben, pour tous les fils descendants, donc ça c'est les fils descendants, donc ça c'est f qui va parcourir les descendants d'une certaine configuration, qui n'est ni une solution ni un échec, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle récursivement l'algorithme qui va voir est-ce que c'est un échec, est-ce que c'est une solution, sinon il va rappeler, etc. Est-ce que c'est un échec, est-ce que c'est une solution ou pas, etc. Alors, dans tous les cas contraires, hein, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner false. Donc, dans tous les cas où ce n'est ni un échec, hein, ce n'est ni une solution, hein, et dans le cas, au fait, où, par exemple, on n'arrive pas à avoir des fils descendants, hein, par exemple, on est dans une configuration comme ça, hein, qui était potentiellement intéressante, mais qui, elle, c'est une feuille, hein, donc ce n'était pas une solution, ce n'était pas un échec, mais elle n'a pas de fils. Donc, au fait, c'est par exemple quand on recherche, par exemple, dans un labyrinthe d'une certaine sortie, la sortie, elle est là, et là, on est dans un coin. Donc là, au fait, par exemple, backtracking, on peut aller nulle part en utilisant les fils, par exemple. Si les fils, c'est ça et ça, elle n'a pas de fils, donc ça, c'est un échec, donc on renvoie false. Donc, c'est ce cas-là, le cas où un nœud n'est ni un échec, ni une solution, et il n'a pas de fils, donc, pour retourner une valeur vraie ou faux. Voilà, en fait, un algorithme générique du backtracking. Alors, il y a des stratégies, au fait, à appliquer lors de cet algorithme, c'est-à-dire comment choisir les sous-problèmes. Hein, quelle configuration sélectionner pour étendre la configuration courante. C'est-à-dire, si l'on a n configurations possibles, ok, ça c'est un échec. Ceux-là sont potentiels, hein, donc sont intéressantes, on peut les développer. Mais laquelle de ces configurations choisir ou lesquelles de ces configurations choisir pour étendre, hein? Est-ce qu'on prend au fait, itérativement dans un certain ordre d'apparition, ou on va comparer les différentes configurations avant de développer parce qu'on va perdre du temps à développer quelque chose qui ne nous donne rien. Alors bon, hein, il y a donc un problème pour choisir. Donc appliquer une stratégie technique et théorique pour choisir les sous-problèmes. Favoriser un sous-problème prometteur. Hein? Comment explorer la configuration la plus prometteuse d'abord? Alors, il y a des stratégies comme Best First Search. Alors, le premier problème, il est de comment découper ou comment retrouver nos différentes, hein, donc reconnaître les différentes configurations possibles. Hein? Donc, comment découper? Deuxième problème, c'est comment développer une assez bonne, une prometteuse, donc une configuration prometteuse. Alors, il y a des stratégies comme Best First Search, donc la recherche du premier d'abord. Du premier d'abord. Alors, la recherche du meilleur d'abord, c'est de dire cette solution est meilleure, comment on évalue la meilleure solution possible, hein, comment donc ordonner ces configurations selon l'ordre du meilleur d'abord. Donc, reconnaître une solution et un échec. Comment évaluer une configuration? Donc, tout d'abord, comment évaluer une configuration? Si c'est un échec, on s'arrête. Si c'est une solution, on s'arrête avec true. Si c'est un échec, bien sûr, avec false. Comment découper en configuration? Comment choisir une bonne configuration parmi les configurations prometteuses qui restent? Hein? Quelle stratégie appliquer? Est-ce que c'est dans l'ordre d'apparition des configurations prometteuses ou la meilleure selon un certain algorithme, hein, auxiliaire, hein, pour développer que les meilleurs d'abord? Alors, l'approche de backtracking explore
systématiquement l'espace exhaustif des solutions. Donc en fait, quand on a un espace de solutions, ben on va les explorer d'une manière exhaustive. Donc initialement, ben en fait, systématiquement, on va faire des appels récursifs. Ok? On a vu que pour tout fût étendant un nœud, ben en fait, on l'explore, etc. Le backtracking est une technique algorithmique, méthodique, qui essaie plusieurs configurations jusqu'à en trouver une qui soit une solution. Donc, c'est une technique algorithmique, méthodique, qui essaie plusieurs configurations jusqu'à s'arrêter sur une solution. Donc, systématiquement, on va explorer toutes les solutions. Alors, quelques exemples d'applications. Par exemple, on veut rechercher le circuit hamiltonien. Donc, rappelez-vous du circuit hamiltonien qui passe en fait par tous les nœuds. Une et une seule fois. Alors, on dispose d'un graphe GXE. X, c'est l'ensemble de nœuds, et E, l'ensemble des arêtes. Problème, on veut rechercher un circuit éventuel qui passe par tous les nœuds de G. Donc, c'est le circuit hamiltonien. OK? Alors, un algorithme de backtracking serait de, premièrement, commencer à un nœud donné N0. Donc, on commence à un certain nœud N0. Et puis, on va voir toutes les configurations possibles. Jusqu'à ce qu'on retombe au fait sur le même N0. Donc, on a un certain graphe, par exemple. OK? On commence à un certain nœud. Par exemple, celui-là, on doit passer par cette arête deux fois pour aboutir. Bon, mettons celui-là, par exemple. Donc, en fait, on met ça N0. Alors, les configurations qui se posent au problème du circuit, c'est au fait, on a cette configuration, c'est là. Soit on passe par là, soit on passe par là. Donc, déjà, on sait un peu comment aborder là le problème de comment découper les configurations en sous-configurations. Maintenant, comment en fait dire que celle-là c'est la meilleure solution par rapport à celle-là, laquelle choisir, etc. Ça, c'est ça ce qu'on va voir. Pour bien sûr retourner en fait au même nœud, donc une possibilité sera en fait de faire ça. Donc en fait, on passe par tout nœud une seule fois et c'est un circuit. Donc ça, c'est un circuit hamiltonien. On va voir comment on fait. Donc on commence à un nœud donné. On explore systématiquement les nœuds adjacents et on marque les nœuds visités. Donc en fait, à chaque fois qu'on visite, on va marquer. Donc ça, c'est des nœuds adjacents. Bon, on a pris ça aléatoirement. On aurait pu prendre l'autre et ne pas passer là, mais faire ça. Mais dans l'autre sens. Donc nous, on a choisi de faire première solution, deuxième solution. Donc ici, par exemple, on passe et on marque. 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 Tac, et on revient. Bien sûr, à celui-là qu'on a déjà marqué. Donc on a marqué celui-là avant tous les autres. Donc on marque les nœuds déjà visités. Et troisièmement, on progresse récursivement vers le nœud N0. C'est-à-dire, on avait ça, on le masque, on passe à là, on le masque, mais on garde ça, bien sûr, pour y retourner, etc., etc., jusqu'à, en fait, passer par tous les nœuds et revenir, bien sûr, au nœud initial. Donc, on progresse récursivement. Donc, c'est un algorithme récursif vers, bien sûr, un objectif, la solution qui est, au fait, si on est parti d'un certain x qui est égal à n0, et si y, c'est toujours, au fait, un adjacent de x, toujours y adjacent de x, et x, au fait, reprend y. Donc ici, y adjacent de x, et x devient celui-là. Y adjacent de x, x devient celui-là, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on aboutit à quoi? Jusqu'à ce qu'on aboutit, au fait, à ce que y soit égal à n0, initial. Alors, où apparaît le backtracking? C'est ce que l'on va voir. Le graphe suivant contient un circuit hamiltonien. Donc on peut imaginer qu'on peut faire, en fait, on passe du 2, on va au 1, puis au 6, puis au 5, puis au 7, puis au 4, puis au 3, puis au 2. Je répète, 2, 1, 6, 5, 7, 4, 3 et 2. C'est un circuit hamiltonien. Alors, en fait, on a un certain ensemble de configurations qu'on développe. Donc on prend tous les adjacents, et pour chaque adjacent,
on prend les adjacents non visités jusqu'à aboutir en fait à notre solution. Alors, un autre problème problème où l'on utilise un algorithme de backtracking, c'est le problème de recherche d'un chemin dans un labyrinthe. Donc, rechercher un chemin dans un labyrinthe, pour un certain robot par exemple, en fait, il a par exemple des cellules, il a des murs, il a des passages, il a des portes entre des cellules. Alors, il peut passer dans les portes, il ne peut pas passer à travers les murs. Donc, quand il trouve un mur, c'est un échec. Donc, il revient et il va choisir une configuration où il y a une porte, jusqu'à ce qu'on trouve la solution on retrouve la sortie. Donc, vous connaissez tous le problème du labyrinthe 2D. Donc, on a un labyrinthe 2D. Problème, un robot veut retrouver le chemin vers la sortie de ce labyrinthe. Un algorithme backtracking serait de, premièrement, commencer à une case donnée. OK? Donc, il commence à la case d'entrée, bien sûr. Donc là, il y a une porte, la case d'entrée. Il y a une case de sortie quelque part. Et puis, il y a différentes possibilités. Donc là, c'est 2D, donc c'est des cellules, etc., etc. Et il a des portes entre les cellules où il n'en a pas. Et il va essayer de trouver son chemin dans ce labyrinthe. Alors, il commence à une entrée, il explore systématiquement les 4 directions possibles. Et il marque les cases visitées. Donc les 4 directions possibles, vers le nord, vers l'est, vers le sud, vers l'ouest. Donc à chaque case, il va vérifier qu'il a une porte vers le nord ou vers l'est, etc. Alors cela en ordre choisi par l'algorithme. Donc à chaque cellule, il va... donc pour chaque cellule, il va dire nord, est, sud, ouest. Voilà 4 configurations. Donc ça, c'est un découpage. Après, où aller? Est-ce qu'on va au nord plutôt ou à l'est? Parce que si on va au nord, peut-être on risque de trouver un mur. Si on va à l'est, peut-être on risque de trouver la solution. Donc là, il existe des heuristiques pour pouvoir essayer d'optimiser ces calculs. Parce que le backtracking, c'est retourner en arrière. Et ça peut consommer beaucoup de temps de calcul si l'on part dans des configurations non intéressantes, non prometteuses. Donc, alors si l'on explore systématiquement les 4 directions, nord, est, sud, ouest, en troisième étape, on progresse récursivement vers la sortie. C'est-à-dire, une fois, si on est dans une case C, on prend une configuration suivante, et la configuration, ça peut être le nord de C, l'est de C, le sud de C, ou l'ouest de C. Donc on va calculer, et puis la nouvelle case, au fait, va être cette case, ou cette case, etc. Donc, on part d'une case C. Si on prend le nord, on est là. La case devient le nord de C. Si on prend là, la case devient l'est de C, etc., etc. Et récursivement, on va essayer de parcourir ce labyrinthe. Donc, voilà. On part de la case 0 qui est au fait la case d'entrée. Alors, on a 4 possibilités, nord, est, sud, ouest, et on va parcourir. On part de la case 0 à la case 1, qui est le nord de 1. On va voir les différentes possibilités. Par exemple, ici, si on va au nord, puis on va à l'est, on retrouve un échec. Par exemple, si on va au nord, puis on va à l'est, par exemple, ici, il y a un mur. Donc, échec. On fait un backtracking, donc on revient en arrière. Ici, par exemple, on va au nord. Puis ici, on va encore au nord. Puis on va à l'est. Et on a encore un mur. Donc, ça, c'est un échec. On a fait nord, encore nord. Et puis est. Et on retrouve encore un mur. Donc, nord, puis est. Deuxième position, on trouve un échec. Là, on a fait nord, nord, nord. Et on ne retrouve pas une solution. Donc, nord, 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 et on n'a que des problèmes. Donc,
nord, puis nord, puis nord. Et à chaque fois qu'on a fait, on a retrouvé des problèmes. Bon, là, l'est n'est pas indiqué. Hein, l'est n'est pas indiqué. Peut-être c'est une solution. Bon, là, c'est un exemple. Donc, l'algorithme continue jusqu'à ce qu'on retrouve, au fait, case de i est égale à, au fait, la sortie. Etc., etc. Donc, on fait récursivement. On a à chaque fois les 4 configurations. Donc, 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, etc. Donc, si on a un chemin, en fait, de n, ben, en fait, ça fait 4 à la puissance n configurations. Hein. Si on a, au départ, 4, puis 4, à chaque fois, hein, puis 4, ça fait 4, multiplié par 4, que multiplie 4, que multiplie 4, etc. Et si l'on a une profondeur, donc notre chemin, il est de n parties, hein, ou n, au fait, développement, ben, au fait, on aura 4, n fois, donc 4 à la puissance n, configurations. Donc vous voyez que l'espace des configurations, il est très important. Hein. Donc il faut utiliser un algorithme assez efficace pour ne pas donc l'évaluer totalement. D'où l'intérêt du backtracking. Alors, voilà l'algorithme d'exploration. Hein. Bon, il y a des cas au fait, par exemple, on a retrouvé la sortie, donc c'est une solution. Ben, on sort, on retourne true, donc on sort, on est content, on a trouvé la sortie. Sinon, si la case est libre, on peut commencer à travailler. Si la case n'est pas libre, ou dans d'autres cas, ben on retourne false. Hein. Donc ça ne mène pas à la sortie, ou elle n'est pas libre, ben on retourne false, c'est-à-dire on ressort. Donc, si la case est libre, ben on essaie l'exploration. Donc, on dit au fait que la case est visitée, on la marque avec un O. Okay. Si, donc on va essayer d'explorer le nord. Donc, en explorant le nord, au fait, X décroît. Hein, on a, par exemple ici, c'est l'axe des X. Le nord, en fait, c'est quand X est inférieur et décroissante. Hein. Donc, X moins 1, ça veut dire, au fait, qu'on est vers le nord. Donc, dans le sens contraire de la croissance de X. Alors, si le nord nous donne un vrai, hein, alors on retourne true. Sinon, donc si le nord ne nous donne rien, si donc l'est, donc y plus 1, c'est l'est. Y plus 1, c'est l'est. Si l'est nous donne une solution, ben on retourne true. Sinon, si ni l'est ni le nord ne nous donne true, on essaie le sud. Donc le sud, x plus 1. Si le sud nous donne une solution, on retourne true. Sinon, si l'ouest, donc la dernière configuration qui nous donne une solution, on retourne true. Hein? Alors, sinon, si ni le nord, ni l'est, ni le sud, ni l'ouest ne nous donne une configuration, ben on dit au fait que c'est une case au fait qui mène nulle part, donc on la marque avec un X. Donc, en sortie, là on n'a pas fait de retour, c'est quand on a la case n'est pas libre, donc elle a déjà été visitée. Si la case a déjà été visitée, ben, et si on retourne, ça veut dire au fait qu'on a un boucle qu'on a tourné dans un circuit, donc on ne s'arrête pas. Donc là, ça veut dire qu'il vaut mieux retourner false, donc dire ça ne va mener à aucune solution, vu que ça n'a pas amené dans le passé à une solution. Donc là, c'est un premier retour à faux. Et le deuxième retour à faux, c'est quand on a essayé le nord, l'est, le sud, l'ouest, puis le sud, et ça n'a pas donné de solution. Donc, on dit que la case, c'est une case de backtracking, donc de rétroaction, et on retourne false. Donc voilà, on a une configuration. On découpe ces configurations, donc on en a 4. Puis on va estimer quelles sont donc les configurations intéressantes. Là, a priori, elles sont équiprobables, donc on va prendre dans un certain ordre, par exemple, nord, est, ouest, et puis sud, comme on a vu. Okay. Et puis pour chacune des configurations, on va voir en fait le nord, est, sud, ouest, etc., etc. Et on va développer l'arbre. Et bien sûr, si on trouve quelque chose qui est vrai, donc on a trouvé en fait une solution, la seule manière de retourner vrai au fait,
récursivement, bien sûr, ou directement, c'est quand on trouve, au fait, une solution. Donc, on a trouvé la sortie. Sinon, on retourne faux. Quand on a un backtracking, donc ni l'Est, ni l'Ouest, ni le Sud, ni donc le Nord nous donne une solution, c'est du backtracking. Hein, on retourne false. Ou bien, si la case est déjà visitée, ça veut dire qu'on tourne en rond. Alors, voilà un exemple d'exécution. Hein. Donc, on avance, on trouve un mur, on retourne. Hein. Voilà, on retrouve, on peut avancer, on retrouve quelque chose qui est déjà visité, on s'arrête, on avance. Donc là, on respecte en fait le nord, est, sud, ouest. Ou le nord, est, ouest, sud. Et au fait, ici, on a retrouvé la solution. Hein. Et donc, en fait, si on suit donc le chemin des hauts, hein, on retrouve au fait notre solution. Donc, on retrouve notre chemin. Ça prend le temps que ça prend selon ce qu'on choisit. Est-ce qu'on va vers le nord plutôt au départ ou vers le sud au départ, etc. Donc ça, il faut avoir des heuristiques, d'autres moyens pour calculer quelle est la meilleure configuration. Et on va voir, au fait, dans le branch and bound, une autre technique, donc heuristique intelligente, qui va optimiser encore le backtracking. Alors, un autre exemple connu qui utilise donc qui admet des algorithmes de backtracking, c'est en fait le problème de coloriage de cartes. Alors, on dispose d'une carte de 4 couleurs. Le problème, c'est qu'on veut utiliser les 4 couleurs pour différencier les pays adjacents. Donc, on a une carte, et pour chaque pays, on dispose d'un certain nombre de couleurs, et pour chaque pays, on veut une couleur différente. De telle sorte à ce que les pays voisins n'aient pas la même couleur, bien sûr, pour pouvoir les distinguer. Alors, un algorithme de backtracking pour le problème de coloriage serait de colorier un pays initial, donc de donner une certaine couleur. 2, d'explorer pour chacun des voisins, et tester l'adéquation d'une couleur. Donc, en fait, on a une certaine carte de pays. Voilà. On commence à un certain pays, par exemple, celui-là, on lui donne une couleur. Et on regarde les pays voisins, donc les configurations. Donc voilà les configurations. On va donner une autre couleur. Alors ici, on ne peut donner ni cette couleur, ni celle-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner encore une troisième couleur. Or, pour ce pays, on ne peut pas donner ça, mais on peut donner cette couleur. Donc, pour chaque voisin, on regarde. Donc, pour chaque voisin, chaque V appartenant à voisin de X, pour chaque couleur appartenant à l'ensemble des couleurs, okay, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on teste si une couleur avec un voisin est OK ou pas. Ben, si OK, on l'a fait. Sinon, ben on retourne en arrière et on donne une autre couleur. Alors, ici, on ne peut pas donner ça ni ça, mais on peut donner ça. OK? Alors ici, on ne peut pas donner ça, mais on peut donner ça. Par exemple. Et ici, ben, ces voisins avec ça, et avec ça, il faut donner une autre couleur. En mettant ici, en fait, une surface plus importante, par exemple, d'adjacence. Donc on ne peut pas donner ni ça, ben il faut donner une autre couleur. Donc ça, c'est un problème de coloriage très connu et très intéressant. Donc plusieurs applications. Donc on progresse jusqu'à colorier tous les pays récursivement. Donc on l'a fait récursivement, on a réduit notre problème jusqu'à converger et colorier tous les pays. Donc là, au fait, à chaque niveau, au fait, on a les voisins d'un pays 0. Donc au niveau 0, au fait, on avait ces différents voisins. Alors, on a donné une couleur, au fait, au pays, et puis on a regardé ses voisins s'ils peuvent prendre la même couleur. On a regardé les voisins s'ils peuvent prendre la même couleur. Donc, on donne une certaine couleur, et on regarde si les voisins sont OK ou pas. Si les voisins sont OK, on continue, comme c'est le cas ici. Sinon, en fait, on arrête. Donc, en fait, les voisins du pays 0 sont initialement incolores. Voilà, en fait, au départ, on avait ça avec des pays incolores. La couleur choisie pour un pays est comparée à celle de ses voisins, bien sûr, pour voir
s'il y a un problème entre les couleurs des voisins, jusqu'à aboutir bien sûr à la coloration. Donc en fait ici, nombre voisin de I, c'est un tableau qui donne le nombre des voisins d'un certain pays. C'est un tableau. Alors, nombre voisin, par exemple, mettons qu'on a 8 pays. Hein? Donc pour chaque pays, par exemple, le pays 0, il a 1, 2 et 3. 3. Pour le pays 1, il a un premier voisin, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième. Etc. etc. Le septième pays, celui-là, ben, il a un premier pays voisin, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième. Okay? Donc pour chaque pays, on va sauvegarder le nombre de voisins qu'il a. Puis en fait, on a une autre table, voisin IJ. Si c'est supérieur à 0, hein, c'est au fait, ça vaut le JM voisin d'un pays I. Donc voisin IJ, c'est le IM voisin du pays I si c'est supérieur à 0. Donc, voisin 8, si on regarde ici, bah au fait, par exemple pour le 0, ses voisins c'est 1, 3, 5. Pour le voisin 1, c'est 0, 2, 3, 5, 6, etc. Donc là, en fait, en langage C, nos indices commencent à 0, donc on peut dire au fait qu'un voisin, hein, voisin I, J, au lieu d'utiliser 0 au fait pour marquer, on va utiliser moins 1. Si c'est supérieur à moins 1, ben ça veut dire que voisin IJ, c'est le JM voisin de I. Au lieu d'utiliser 0, qui est peut-être utilisé au fait en langage C. Hein. On peut utiliser un tableau avec des cases non utilisées, mais il vaut mieux au fait donc dire que le marquage au fait c'est tout ce qui est différent de moins 1, etc. Donc on sauvegarde ici pour chaque pays ses voisins en fait. On retrouve ici qu'il y a 6 voisins pour 1 et 6 voisins pour 7 qui ont 1, 2, 3, etc. Alors, on définit des couleurs. Là, on a 4 couleurs. Et on définit en fait quelque chose de neutre qui est incolore. Là, sans couleur, donc tous les voisins sont incolores au départ et ils ont une couleur après. Alors, donc pour chaque pays, au départ, ils sont incolores, donc on initialise les 8 pays à 0. Et on va explorer, donc on va implémenter notre algorithme. On a un pays et une couleur, ça nous dit vrai ou faux. Alors, si au fait, pays est supérieur au fait à couleur pays, hein, donc couleur pays qui est le tableau au fait des couleurs, si c'est supérieur à couleur pays, on retourne true, c'est-à-dire on s'est arrêté, on a coloré au fait tous les pays. Hein. Si le numéro de pays est supérieur au fait au cardinal des pays, ça veut dire qu'on a coloré tous les pays, on s'arrête et on dit true, on a réussi. Alors, sinon, si on n'a pas encore terminé, on teste au fait si le pays, hein, le pays au fait V qui est un voisin avec une couleur, c'est OK. Donc l'adéquation d'un pays et d'une couleur, si oui, on dit que le pays peut prendre cette couleur. La couleur de pays à l'indice pays est égal à couleur. Et alors, pour toutes les couleurs possibles, comme on a vu, on prend un voisin et pour toutes les couleurs possibles, on regarde si c'est possible. Bon, pour toutes les couleurs, ben, en fait, on essaie au fait le pays voisin et on lui donne une certaine couleur. Donc le pays voisin, c'est pays plus 1. Alors, si le résultat est vrai, donc si le pays plus 1 qui est au fait un voisin a une certaine admet cette couleur I, alors on dit que c'est vrai. Et on dit au fait que la couleur de ce pays-là est incolore, sinon. Donc si on n'arrive pas à... donc au fait ici c'est pays, hein, plutôt que country. Sinon, donc c'est incolore, donc on n'arrive pas au fait à le colorer, hein, et à colorer ses voisins. Et on renvoie en fait un backtracking. Donc l'adéquation en fait, ça teste simplement sur les voisins. Hein. Si tous les voisins, si I est inférieur au nombre des voisins, si on n'a pas coloré tous les voisins, et si la couleur en fait des voisins est différente en fait de notre couleur, bah en fait on peut donc augmenter I au fait, qui est le nombre des voisins, jusqu'à ce qu'au fait on ait coloré, on ait testé plutôt tous les voisins. Donc pour tous les voisins en fait, on regarde si leur couleur est différente de la couleur de notre nœud. Alors ici au fait, à la fin de l'algorithme,
on a trouvé un certain coloriage en distinguant chaque voisin de l'autre. Alors, une synthèse des algorithmes de backtracking. Plusieurs choix pour arriver à un nœud de succès. On peut aussi arriver sur un échec. Donc, à chaque itération ou à chaque appel récursif, on a plusieurs choix. Alors, sur chacun de ces choix, on peut aboutir soit à une réussite, soit à un échec. Donc, si on parvient à un échec, on fait un retour en arrière, donc à backtracking, pour tenter un autre choix. Donc, si on fait un échec, on retourne donc, à notre parent, d'où l'on descend, pour essayer un autre choix. Donc, en fait, si ici, on avait essayé, par exemple, cette couleur-là, et on n'arrive pas à résoudre, cette couleur, on repart en arrière. On n'est pas obligé de toujours partir et valider chaque partie. Si on n'arrive pas, avec cette solution-là à trouver, par exemple, ici, bon, là c'est simple, mais le graphe, il peut être très vaste, et on ne peut, peut-être avec 4 couleurs, si on choisit cette couleur, peut-être on aura d'autres problèmes par ailleurs. Donc, si l'on choisit à une certaine configuration, si on fait un certain choix, et si on réussit ici, ça ne veut pas dire qu'en bas, on peut ne pas réussir. On peut choisir, une couleur, et ici, on dit non, ça ne marche pas, on doit revenir en arrière. Donc, il y a différentes stratégies pour arriver à un succès. Plusieurs solutions sont possibles. Donc, il existe des stratégies. Si les algorithmes gloutons, donc les algorithmes gloutons, qui sont les algorithmes considérant qu'une solution locale mène à une solution globale, donc ils sont linéaires, donc on peut utiliser un algorithme glouton pour essayer d'améliorer le choix. Et dire, une solution, elle est localement correcte, elle est globalement correcte. La programmation dynamique, elle calcule des solutions partielles et stocke dans un tableau solution globale N3. Donc on peut utiliser soit un algorithme glouton pour choisir entre les différentes solutions, dire on a trouvé une solution locale correcte, ça veut dire que c'est une solution globale. La programmation dynamique qui, elle est ascendante et qui va regrouper des petits bouts de solutions pour en formuler une autre d'une manière bottom-up. Donc, elle est généralement cubique. L'énumération explore exhaustivement l'espace des solutions avec des retours en arrière backtracking et optimisation par élégation pruning. Donc, on aboutit à du branch and bound, là de la puissance n. On avait vu qu'ici, 4 fois 4 fois 4 fois 4, on aboutit à 4 à la puissance n. Donc, c'est un espace énorme. Et si on veut, d'une manière récursive, l'explorer exhaustivement, on peut aboutir avec exploration brute, force brute, énumération force brute, on peut aboutir à un algorithme donc exponentiel. Les algorithmes exponentiels ne sont pas opérationnels dans de grands espaces de données, donc n est grand, si n est grand, et donc nécessitent beaucoup de traitements, donc pas efficaces. Les algorithmes d'approximation aux polynomiaux existent, convergent à des solutions presque optimales pour des problèmes NP. Donc il existe, si possible, on peut appliquer de l'approximation polynomiale. Mais, alors, si les algorithmes exponentiels sont applicables pour des espaces de solutions restreints, et quand le pire des cas est peu probable, ils sont accélérés par le backtracking et réduits par des heuristiques, donc voir le son à venir. Donc plus de backtracking, on a d'autres choses. Alors en termes de type abstrait, on utilise implicitement et explicitement des types abstraits de données, à savoir des piles ou fils, FIFO ou LIFO, dire premier arrivé, premier servi, ou dernier arrivé, premier servi. Donc soit itérativement ou récursivement avec la pile système, et des fils de priorité pour appliquer le best first, donc la meilleure solution d'abord, avec un temps maximum pour traiter les solutions potentielles selon leur priorité du maximum. Donc prendre la meilleure solution, reconstruire, donc calculer max, reconstruire un autre tas, etc. Reprendre max, le supprimer, etc. Donc en utilisant le tas comme il a été pour l'algorithme du tri par le tas. Et donc là, on peut utiliser des fils de priorité, pas simplement des piles où l'on fait le dernier arrivé, le premier sorti, comme explicitement, implicitement, mais là, priorité. Donc pour plus d'informations, allez sur le site de Netuno et cliquez sur le lien Mednetu.